Le cercle RH à la veille de cette journée internationale des femmes. On va parler des femmes, évidemment, des femmes en entreprise, des femmes inspirantes, celles qui sont à la tête d'entreprises, alors peu nombreuses du CAC 40, et puis toutes celles qui aspirent aussi à grandir, à progresser. Et on en parle aujourd'hui avec Patricia Chaplotte. Bonjour Patricia. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice générale de Hopscotch Décideurs, oui. Et décideuses, j'ai envie de dire d'ailleurs. Pour l'instant, je n'ai. Vous allez rajouter décideuses ou pas? En fait, c'est drôle ce que vous dites, parce qu'en fait, pour l'instant, on va se retrouver qu'avec des femmes, et donc on a dit qu'on allait appeler l'agence Hopscotch Décideuse. Ce serait peut-être pas mal. Et que j'arrête de recruter des garçons. Voilà. Bon, bah écoutez, ça c'est dit, c'est déjà une information importante. Présidente du Cercle des femmes d'influence, et prix de la femme d'influence, ça sera à la fin de l'année. C'est un événement qui est important, évidemment. Et ce livre, eh ben, il a 1 an maintenant. Égalité femmes et après. Alors, égalité, Femme. Une grande cause, femmes, et après, hommes, édition Erol. Vous êtes aussi une femme engagée, je dirais, dans la vie publique. C'est important de le dire. Juste un petit mot de la femme que vous êtes sur cette réforme des retraites. Les femmes sont pointées du doigt. On dit, mais elles vont avoir à subir cette réforme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a évidemment, dans toutes les inégalités entre les hommes et les femmes qui existent depuis des siècles, j'allais dire, effectivement, dans la réforme des retraites, est-ce qu'on a bien tenu compte de la spécificité des femmes, notamment celles qui font des enfants? Moi, j'ai une amie qui a fait 4 enfants, 4 filles. Bon, il est clair qu'il y a 4 années qui sont quand même un tout petit peu mis un peu de côté par rapport à des hommes qui sont là à temps plein. Alors maintenant, il y a le congé parental pour les hommes. Peut-être que ça permettra de compenser. Certains hommes, je le vois dans la nouvelle génération, sont ravis de le prendre. Donc peut-être effectivement qu'il faudrait regarder un peu plus que la situation de certaines femmes, puisqu'il y a bien des niches. Pour certains métiers de pénibilité, c'est pas pénible de faire des enfants, quoique, mais, pour certaines. Quand même. Ça, évidemment, ça grève la carrière, ça peut la bloquer. Tout à fait. Quel est votre message autour de cette question des femmes? Parce que au moment où on se parle, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais très objectivement, on a fait un peu de route quand même. Alors, moi, je suis plutôt optimiste. J'ai envie de vous dire, on a fait de la route. Si on veut voir la bouteille à moitié vide, on peut la voir toute notre vie. Si on veut la voir à moitié pleine, je pense qu'il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font bien. On a vu l'avènement des réseaux sociaux qui ont leur dérive, mais qui permet aussi à des femmes de dénoncer un certain nombre de choses alors qu'elles ne pouvaient pas le faire et que c'était compliqué. On voit que même s'il y a encore des progrès à faire, l'écoute... j'ai remis un prix à une femme qui est commandante de gendarmerie, qui développe l'écoute des femmes quand une femme pousse la porte d'une gendarmerie pour essayer d'être écoutée le mieux du monde quand elle a subi des agressions sexuelles. Donc, et il y a des gendarmeries où on écoute moins bien. Donc voilà, il se passe des choses. Je vais parler, puisqu'on va parler job et économie, Marie-Pierre Rixain, jeune députée, avec tout le travail qu'a fait Bruno Le Maire, Olivier Député de l'Essonne. Exactement. Eh bien, elle a créé la loi Rixain qui est sortie en décembre 2021 et qui parle de l'émancipation économique des femmes. Finalement, une femme, si elle veut pouvoir choisir sa vie et être libre, il faut qu'elle travaille, qu'elle gagne son argent, qu'elle puisse partir. Et quel est son compte en banque Alors, vous connaissez le sujet du compte en banque. Oui, ça paraît comme ça être picrocolin, mais c'est essentiel. Voilà. Peut-être qu'il faut le redire. Redites-le. En fait, aujourd'hui, en 2023, vous avez des femmes qui versent leur salaire sur le compte du mari. Et il y a des femmes qui n'ont pas de compte en banque personnel, voire qui n'ont pas de compte joint. Donc, il y a un certain nombre de femmes, peut-être pas dans les CSP+, mais qui versent leur salaire. Donc, elles n'ont pas accès à l'argent qu'elles gagnent. Grâce à Marie-Pierre Rixain, on va être obligé, les employeurs vont devoir verser le salaire des femmes, soit sur à minima un compte joint, ou alors que la femme puisse ouvrir un compte personnel et jouir de l'argent qu'elle a gagné et de la rémunération de son travail. Au XXIe siècle, quand on l'avait reçu il y a quelques temps, on avait évoqué ce sujet qui souvent n'est pas traité par les grands médias mainstream. On parle souvent évidemment de la place des femmes dans les COMEX, dans les postes de décision, qui est le cœur de la loi, les entreprises qui sont concernées par rapport à leur taille, mais jamais on ne traite ce sujet qui paraît essentiel pourtant. Donc, dans les violences faites aux femmes, ou quand les femmes veulent quitter un foyer dit violent, il faut qu'elles puissent avoir
accès à leur argent. Si elles n'ont pas accès à leur argent, comment voulez-vous qu'elles arrivent à partir? Donc ça va être corrigé grâce à Marie-Pierre Rixain. Et ça, c'était déjà une belle initiative. Alors, des écarts de salaire qui se réduisent, parce que d'une manière très générale, on parlait de 24%, mais quand on analyse de poste à poste, on est à 5% d'écart. C'est ça, oui. C'est le chiffre aujourd'hui qui est utilisé. Vous avez eu un pied en politique et un pied dans l'entreprise, et vous avez toujours ce pied en entreprise. Vous êtes directrice générale de Hopscotch, décideuse. C'est imminent. C'est quoi le plus dur quand on est une femme? C'est de faire carrière et de pouvoir progresser et développer ses talents en entreprise, ou c'est de développer ses talents en politique? Je crois que les deux métiers sont difficiles. Alors, je n'ai jamais eu de mandat jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup travaillé avec des hommes et des femmes politiques, mais j'ai vu un peu de près. Oui, vous avez travaillé dans les cabinets avant votre carrière. Dans les cabinets. En 95. Exactement, en 95 avec Jean-Claude Godin, avec Dominique Perben quand il était ministre de la Justice. Donc, c'est des gros ministères régaliens. C'est très, très difficile. Et je vois, j'ai quelques amis ministres, notamment Olivia Grégoire, que je connais depuis longtemps, Marlène Schiappa. Au PME. Voilà, la vie de femme est compliquée dans les cabinets ministériels. Vous êtes sous les feux des projecteurs tout le temps, tout ce que vous faites. L'amplitude horaire. Non mais parlons-en, parce que l'amplitude horaire est énorme. C'est très compliqué. Quand Yaël Braun-Pivet est devenue présidente de la Commission des lois, première femme présidente de la Commission des lois, il y a eu une polémique où elle disait que le mercredi, elle aimerait mieux s'occuper de ses enfants. Et ne pas famille nombreuse, me semble-t-il, Yaël Braun-Pivet. Exactement. Donc Yaël a été extrêmement critiquée par les hommes qui étaient en place depuis longtemps et qui ne concevaient pas, qui trouvaient ridicule qu'une femme puisse éventuellement ne pas siéger un mercredi après-midi. Mais Patricia, quand même, vous qui à la fois avez ce prix, qui valorisait des femmes d'influence, mais qui avez ce cercle des femmes, quand vous êtes dans des discussions hors caméra, dans l'intimité de ces moments, qu'est-ce qu'elles vous disent de leurs difficultés ? Alors, les femmes qui sont chefs d'entreprise, les femmes dans les grands groupes, collaboratrices d'un grand groupe, ça n'a rien à voir avec les femmes. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé le cercle des femmes d'influence. Ouais. J'allais au Women's Forum, je croisais des femmes géniales, mais qui étaient toutes dans des très grandes entreprises. Plutôt protégées, on va dire. Plutôt protégées, même si quand on décide d'évincer Virginie Morgon, ça se fait en un week-end, on lui demande de faire 3 cartons et le dimanche, c'est exact, très brutal. Donc ça peut être très très brutal et très violent. Mais quand on est petit entrepreneur entre la TPE et les ETI, moi j'ai des femmes qui sont chefs d'entreprise, d'entreprises entre 100 et 500 salariés, c'est très dur parce que là aussi vous avez l'exercice du pouvoir qui est difficile. Moi j'ai une femme qui me dit, mais un jour j'ai renégocié un prêt et j'ai emmené un de mes collaborateurs homme parce que le banquier il comprenait pas. Enfin il regardait l'homme quoi. Il regardait l'homme, regardez pas. C'est vous le patron. Julia Bijawi, pour ne pas la citer, qui a créé aussi Frichti, racontait que sa première levée de fonds, et on est dans les années 2020, on n'est pas en 1960. C'était hier. Elle dit qu'elle a emmené son compagnon avec lequel elle avait créé l'entreprise pour sa première levée de fonds. La deuxième, elle l'a faite toute seule. Vous soulevez d'ailleurs, Patricia Chaplotte, un vrai sujet sur les levées de fonds des femmes entrepreneurs. On voit que c'est très compliqué. À la banque, là aussi, c'est quelquefois plus compliqué. Puis, je vais être caricatural, mais l'homme, il dit, bon, attendez, j'ai un super projet, j'ai monté une super boîte, il me faut 4 millions, 5 millions, vous allez voir, vous n'allez pas regretter d'avoir mis votre argent chez moi. Ouais. Et les femmes, j'ai monté une petite boîte, je pense que ça peut marcher, etc. etc. On n'est pas du tout dans le même wording, on n'est pas du tout dans cette assurance qu'on n'a pas, on est nos propres ennemis, et de temps en temps, il faut, alors certaines le font, d'où l'intérêt d'avoir créé ce club de femmes entrepreneurs, parce qu'il faut s'aider, parce qu'on y passe nos journées, parce que ça prend du temps, parce qu'il y a encore des hommes qui disent, attends, moi aussi j'ai ma boîte, tu devrais t'occuper de tes enfants, si toi aussi tu montes ta boîte, ça va être compliqué. Oui, mais voilà. C'est une question de veille de 8 mars. Et ce 8 mars m'embarrasse toujours parce qu'on a l'impression qu'on parle des femmes que le 8 mars, puis après on les oublie. Mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les femmes? Moi j'en ai croisé beaucoup, des femmes entrepreneuses sur ce plateau. Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont de différent des hommes? Vous le disiez tout à l'heure, presque sociologiquement, elles sont traversées par le doute, elles sont parfois plus hésitantes, mais souvent très pugnaces. Qu'est-ce qui les différencie des hommes? C'est marrant parce que j'ai écrit une tribune qui, je pense, sera publiée peut-être la semaine prochaine sur la différence des femmes quand elles viennent voir une agence de com. Les femmes entrepreneurs. Vous les accompagnez? Parce que moi, je les accompagne. Et c'est vrai que les hommes ont cette force
peut-être cet ego que les femmes n'ont pas, en disant de toute façon ma boîte elle est super, j'ai fait un truc, donc il faut que je sois présent dans les médias, quel plateau de télé vous allez me proposer, etc. etc. C'est quoi le plan média? Les femmes, avant de parler du plan média, elles expliquent leur boîte, elles expliquent leur projet, voilà où j'en suis, voilà les thèmes sur lesquels j'ai envie de porter ma parole, parce que je pense que j'ai quelque chose à dire sur ce sujet-là. Donc je suis légitime et je suis capable de vous le dire. Les femmes vont d'abord chercher la légitimité du fond en disant, bon, donc je viens vous voir parce que j'aimerais bien faire un peu de relations avec la presse, éventuellement parler à certains politiques parce que je pense que j'ai quelque chose à dire sur ce sujet. Moi, j'ai vu une femme qui est nommée à un poste très haut, femme à haut potentiel, voilà, avec des diplômes de grande école, qui me dit ça m'embête qu'il y ait des papiers sur moi tout de suite à ma nomination. Je préférerais attendre de bien poser mon projet. C'est typique, ça. Alors que les mecs, ils envoient le communiqué de presse à peine arrivé et ils attendent d'avoir une page dans les Échos pour leur nomination. Je caricature. Non, mais c'est vrai, il y a une forme un peu comme ça d'égocentrisme et de plaisir d'être montré, alors que la femme veut plutôt porter son projet et le développer. Oui. La star, c'est le projet, c'est pas elle. La star, c'est le projet, c'est pas elle. Elles n'ont pas ce besoin d'avoir leur photo, particulièrement dans un article. Voilà, certains le demandent. Est-ce qu'il y aura une photo de moi? Est-ce que vous avez la bonne photo, etc., etc. Les femmes aussi, mais c'est pas systématique. Mais juste il y a une petite différence d'approche. Vous évoquiez les diplômes tout à l'heure des femmes et presque le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire l'idée de... Et on en a reçu des associations qui les accompagnent sur j'ai envie, j'ai une idée, j'ai l'idée, mais c'est pas pour moi. Ça existe aussi chez les femmes. C'est-à-dire elles ont des diplômes, tout est bien, mais elles se disent c'est pas pour moi ça. Mais oui, il y en a. Et presque mon mari acceptera pas. Que je citerai pas, qui est numéro 2 dans une boîte, et elle dit à son mari le soir, dis donc, ils m'ont demandé de trouver le numéro 1 parce que le numéro 1 s'en va, etc. Donc j'ai cherché 2-3 CV, j'ai pensé à un tel, à du ça c'est drôle, etc. Et son mari la regarde et dit, t'as pas pensé à quelqu'un d'autre? Non, je ne vois pas. À qui tu penses? À toi. À toi, ouais. Et c'est son mari qui, le soir, lui a dit... Bon, et bref, elle a fait son chemin, elle s'est fait violence pour présenter sa candidature, et on l'a prise. Mais elle n'y pensait même pas. Mais ça, c'est quoi? Enfin, c'est un peu profond ce que vous décrivez là, au-delà du caractère... C'est une femme d'envergure. Au-delà du caractère anecdotique. Mais ça dit quoi de notre société? C'est quand même le chemin qui nous reste à parcourir, quand même, ça. Des femmes qui prennent conscience et confiance de leur potentiel. Alors, il y a quand même du positif, puisque vous voyez qu'il y a un peu plus de femmes aujourd'hui dans les grandes entreprises. Clairement. Estelle Markinov, Christelle Hindemar. 2 entreprises. Voilà, la dirigeante de Sodexo, etc., etc. Moi, je viens de rencontrer une femme géniale, qui est la nouvelle présidente des experts comptables. Les experts comptables, ils sont, je ne sais plus combien. Tout à fait. Elle vient d'arriver. C'est vrai que pour l'instant, on ne parle pas d'elle. Il y a eu 3 lignes et demie quelque part pour annoncer ça. Voilà, donc là, mais je lui dis, mais... faut y aller, quoi. Vous êtes... Donc, il y a des femmes qui arrivent quand même. Je pense que les choses s'améliorent. Il y a eu, je crois, un papier, pour ne pas le citer, dans le Parisien, qui montrait un peu les femmes qui commençaient à arriver à la tête de grandes entreprises, pas que du CAC 40. Ça reste faible encore. Hein. Ça reste faible. Mais quand elles y sont, moi, je suis très contente d'avoir des clientes femmes. Parce que justement, j'ai envie, à travers aussi mon métier chez Hopscotch Décideur, de pouvoir valoriser ces femmes, de les faire exister et qu'on les voit dans les médias. Avant de nous quitter, on parle de ces femmes qui veulent prendre leur place et elles le méritent par leur talent, par leur qualité, par leur diplôme. C'est quoi une femme inspirante? Parce qu'il y a aussi des femmes qui doivent jouer des rôles modèles. On a ces femmes entrepreneuses. Ce sont des femmes inspirantes. Alors, je vais refaire la pub de mon livre qui est sorti il y a exactement 1 an, où j'ai interviewé 10 femmes et 10 femmes qui ont été premières quelque part dans leur métier. Exactement. Le salon de l'agriculture va se terminer, mais j'ai interviewé Christiane Lambert, la première femme présidente de la FNSEA. Et qui cède son poste, d'ailleurs. Qui cède son poste. Mais elle dit, et c'est la tête de chapitre, je suis plus une femme de devoir que de pouvoir. Bon, voilà, j'ai interviewé Delphine Ernotte, première femme présidente de France Télévisions. Réélue. Anne-Marie Drac, elle a été la première femme présidente de la RATP, première femme de la SNCF. Et elle me dit... Et ministre des Transports, dans une vie avant. Bon, et elle n'est pas très connue du grand public. Et là, elle nous avoue, en disant dans le livre, c'est écrit... finalement, je ne me suis pas occupée de ma com. Je pensais que de bien faire mon boulot, ça suffisait. C'est vrai, elle était comme ça, Anne-Marie Drac. Anne-Marie Drac est une femme extrêmement discrète, brillante. Elle a fait un super job. Donc, c'était intéressant aussi que la première femme présidente du musée du Louvre, Laurence Descartes, le plus grand musée du monde. Quand je l'ai interviewée, elle avait plus de 200 demandes d'interview du monde entier.
Elle m'a dit, je n'en donne aucune. Je veux d'abord parler à mon personnel et puis je veux finaliser mon projet. Le projet a été finalisé, puisque si elle a été nommée, c'est qu'elle avait un projet pour le Louvre. Mais je ne ferai pas d'interview tout de suite. Et vous remarquerez que c'est une femme extrêmement très discrète dans les médias depuis. Extrêmement discrète, mais hyper compétente. Voilà. Donc, mais à contrario, parce que là, je m'adresse à la communicante. On a sur ce plateau des femmes inspirantes. On a reçu récemment Elisabeth Moreno qui est venue nous parler de son histoire, de son parcours, de sa vie personnelle. Est-ce qu'il est quand même important de communiquer sur son histoire, non pas pour se vanter, mais pour donner envie peut-être à des jeunes issus de quartiers plus défavorisés de se dire mais c'est possible, on peut le faire. Moi, je suis née dans l'Aisne, j'ai habité au fin fond du Berry. Mon père était dans la marine, donc il y a un centre de transmission marine qui s'est construit dans le Berry, je cherchais le RER. Et je suis arrivée à Paris, je connaissais personne. Bon, maintenant on dit que j'ai un petit réseau, que je connais deux, trois quelques mots. C'est ce qu'on dit. Voilà. Bon, ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que si on a envie, si on aime ça, si on est déterminé, on peut ouvrir beaucoup de portes. Avant de nous quitter, prix de la femme d'influence, quand même, c'est important parce que c'est un événement que vous préparez sur une année avec un jury, avec des lauréates, par, on est bien d'accord, catégorie politique, économique, culturelle, coup de cœur, et les prix Espoir, les jeunes. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander parce que vous êtes en train de travailler dessus, mais il y a des profils intéressants là qui il y a des profils intéressants. Cette année, on a 10 ans, donc on essaie on se remet toujours en question, et on s'est dit on avait vraiment envie de valoriser des femmes. Voilà, peut-être il y a deux sujets. Toujours les femmes dans l'émancipation économique des femmes, c'est hyper important. Les femmes engagées, et puis on a appelé ça. On a envie aussi de mettre en avant des femmes qui font du bien à la planète, parce qu'on parle de l'écologie. Ça n'existait pas ça auparavant. Non, alors vous l'aviez pas cette catégorie. Un prix qui s'appellera comme ça, mais on a envie. Voilà, on a mis en avant l'année dernière une femme qui a créé le premier centre de biomimétisme en France. On va pas. J'ai vu. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et elle n'est pas à Paris, elle est à Senlis. On va aussi chercher des femmes dans les territoires. Elle s'appelle Kalina Raskin. Kalina Raskin, elle est incroyable. Toutes les boîtes du CAC 40 adhèrent à son centre de biomimétisme. L'idée, c'est d'aller chercher dans la nature des choses qui existent pour créer des inventions technologiques. Ce bec d'oiseau, le velcro. Le velcro qui a été créé grâce à cette petite boule qui colle. Qui colle sur les chaussettes. Sur vos chaussettes quand vous allez vous balader dans la nature. Merci d'être venu comme ça nous éclairer et de cette énergie aussi qui vous incarne à travers votre réseau et votre envie d'accompagner ces femmes. Tant parce que vous êtes la directrice générale de Hopscotch, décideuse. C'est réglé. Je ne regarde plus les CV des garçons. Cette affaire est réglée. Et parce que aussi présidente du cercle des femmes d'influence et du prix de la femme d'influence, ce sera dans quelques mois, un peu plus tard. Égalité femmes-hommes, édition Erol. C'était votre livre, Patricia Chaplotte. Merci d'être. Merci de m'avoir invité. À très bientôt. C'est un vrai plaisir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité.